Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le haut-commissaire Louis Lefranc. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez pris vos fonctions le 6 février dernier, mais vous vous êtes très peu exprimé publiquement, longuement, en tout cas dans les médias. Est-ce que c'est une volonté de discrétion pour vous? Est-ce que vous vouliez prendre vos marques avant de vous exprimer dans les médias? Ou est-ce que vous n'aimez pas communiquer? Ça arrive. Bon, ne pas trop aimer communiquer, non, c'est pas mon style. Je suis arrivé il y a 1 mois et 3 semaines, hein, il y a quand même pas très longtemps. C'est encore récent, oui. Voilà, et puis il y a 2 ministres qui se sont rendus en Nouvelle-Calédonie sur un certain nombre de questions auxquelles, que vous n'auriez pas manqué de me poser. Ça aurait été un petit peu délicat pour moi d'y répondre dans la mesure où ces 2 ministres avaient, pour ce qui les concerne, une plus grande légitimité pour répondre aux questions sur, par exemple, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, une question que vous allez certainement me poser. Et donc voilà, puis de façon générale, moi je préfère communiquer quand c'est strictement nécessaire, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas trop communiquer. Je considère aussi que la parole doit rester quelque chose de suffisamment rare pour être bien écouté. Je ne vais pas vous dire que la parole est d'argent, le silence est d'or, mais je pense qu'il ne faut pas communiquer trop souvent. Bon, moi je représente l'État ici en Nouvelle-Calédonie et je crois que nous sommes dans une période qui est quand même très sensible et que la sensibilité de cette période fait que pour un haut-commissaire, il faut communiquer quand vraiment les circonstances l'imposent et puis quand le gouvernement de la République l'attend. Merci en tout cas de le faire sur Radio Rythme Bleu. Alors, bon, Louis Lefranc, vous n'êtes pas un inconnu pour les Calédoniens, puis vous-même, vous connaissez bien la Calédonie. Hein. Vous y avez servi comme secrétaire général adjoint, puis secrétaire général de 2003 à 2005. Forcément, quand vous revenez aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, quelle est votre impression? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a principalement évolué? Est-ce que vous avez reconnu la Calédonie d'il y a 20 ans? Oui, ben bon, c'est quand même un territoire, j'allais dire, exceptionnel à tout point de vue, et je l'ai d'emblée reconnu. Alors j'ai été, c'est vrai, marqué par un certain nombre de changements. Alors, la première impression, c'est déjà l'aéroport de la Tontouta. Il y a 20 ans, il n'était pas aussi beau qu'il ne l'est On aujourd'hui. descendait sur le tarmac à l'époque. Voilà, exactement. C'était un aéroport beaucoup plus petit, j'allais presque dire beaucoup plus familial. Voilà. Donc j'ai eu la surprise de découvrir ce bel aéroport, un grand aéroport, que beaucoup d'États du Pacifique pourraient envier. D'aéroports qui n'existent pas forcément même dans les plus grandes villes de France. Voilà, ça c'était la première impression. Ensuite, évidemment, j'ai découvert, alors j'étais tout à fait à l'origine de ce projet, mais la roue tourne, j'ai découvert le Medipol, un hôpital très important, je ne vais pas dire immense, mais je ne pensais pas que trouver une infrastructure hospitalière aussi importante. Et Vraiment pas. on en parlait déjà quand vous étiez secrétaire général. C'est vrai, parce que l'hôpital qui s'appelait Gaston Bourret était, pour les parties annexes, menacé d'effondrement sans préavis, et il y avait une situation d'urgence qui s'imposait. Et donc oui, je m'étais attelé à ce dossier, et donc j'ai découvert ce Medipol avec plaisir, puisque un hôpital rend forcément beaucoup d'utilité à la population, même si le premier réflexe est de ne pas nécessairement aller à l'hôpital, mais quand on a un Medipol, on peut, aussi important que celui que j'ai vu, on peut en être très fier. Bon, sinon j'ai vu aussi un gros changement. Quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, il y avait une seule usine, c'était celle de la SLN, d'Onyambo, à Nouméa. Je reviens, il y en a 3. Une dans le nord, celle-ci, à Nouméa, et une dans le sud. C'est quand même un gros changement. D'abord, ça a créé des emplois, ça a nécessité aussi beaucoup de travaux, donc beaucoup d'entreprises, des groupes, des grands groupes bien évidemment, mais ont dû se mettre à pied d'œuvre pour
faire surgir du sol ces usines, et 3 usines de cette taille, hein, donc 2 maintenant très très récentes, de taille mondiale, dans un territoire calédonien qui n'a connu au cours d'un siècle qu'une seule usine. C'est quand même un gros changement. Voilà les premières impressions. Ensuite, une impression pas uniquement optique, mais une impression d'une certaine concentration de l'habitat qui s'effectuait sur le Grand Nouméa. Païta, Dumbéa, il y avait beaucoup de zones qui n'étaient pas aussi construites qu'ils le sont aujourd'hui. Il y a des éperons rocheux qui sont maintenant totalement construits avec des habitations individuelles. Donc c'est un changement. La ville de Nouméa, j'ai découvert aussi les quais maritimes avec tout un aménagement qui sont, je trouve, particulièrement réussis. La ville de Nouméa en bénéficie et la population qui s'y rend ainsi que les touristes aussi. Donc c'est un changement. Ensuite, une concrétisation. Alors ça, c'est pas optique, mais c'était déjà vrai il y a 20 ans. On était sur ce dossier. C'est le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de la barrière récifale. C'était pas acquis parce que l'UNESCO est aussi exigeante. Et donc ça a été effectué. Donc voilà, pour moi, les évolutions et puis optiquement les changements qui m'ont frappé d'emblée les 15 premiers jours de mon arrivée. Et dans le climat général, dans l'ambiance, dans le climat politique, les choses ont aussi beaucoup évolué ces 20 ans. Enfin, l'accord de Nouméa, vous êtes arrivé, l'accord de Nouméa était déjà en vigueur, mais l'accord de Nouméa a apporté quand même des choses à ce territoire, en tout cas l'a modifié, l'a transformé. Oui, déjà, il y a des gens que j'ai bien connus qui étaient des figures politiques ici en Nouvelle-Calédonie qui ont disparu, qui sont morts. Certains aussi étaient des responsables que je qualifierais d'historiques dans le domaine syndical, qui ont disparu. Ça crée un effet un peu bizarre d'avoir connu ces personnes et puis tout de suite en arrivant, alors, même si je le savais, de me dire que voilà, ces personnes ne sont plus là, et alors que c'était des personnes qui avaient des personnalités qui avaient compté dans la vie politique calédonienne. Bon, voilà, ça c'est pour ce qui concerne une première impression, un premier ressenti. Ensuite, l'accord de Nouméa, oui, il y a 20 ans, l'accord de Nouméa et la loi organique qui en découle, pour moi alors j'ai cumulé 2 postes, hein, comme vous savez, j'étais secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat. C'était une période où je faisais ma mobilité, période qui est obligatoire pour les hauts fonctionnaires. Et ensuite, j'ai embrayé sur l'autre poste, le poste de secrétaire général. Et donc, du coup, j'étais aux premières loges pour amorcer les premiers transferts de compétences. Et donc, quand on parle d'accord de Nouméa et de loi organique, pour moi, ça signifie quand même l'amorce d'un gros travail, alors je le constate aujourd'hui, qui s'est effectué sur les transferts de compétences. Le calcul des dotations globales de compensation, le calcul à l'euro près du glissement vieillesse technicité qui vient s'incrémenter sur la dotation globale de compensation, tous les projets qui sont adossés au contrat de développement, hein, il y en a 10 quand même c'était déjà vrai il y a 10 ans, il y a 20 ans, pardon. Il y en a 10. Donc c'est un gros travail de préparation et j'y reviendrai. Ça correspond à d'abord une volonté politique, c'est-à-dire celle de réaliser des projets dans le domaine économique et social qui représentent une priorité pour la population, qui peuvent même parfois avoir un caractère d'urgence. Et donc l'accord de Nouméa et la loi organique, c'est d'abord tout ça, quoi. Alors, je vais pas parler de la période référendaire, avec ces 3 référendums. Moi, je n'étais pas là quand ça s'est fait, qui sont venus conclure cet accord de Nouméa dans sa mise en œuvre. Voilà. Et puis, il y a d'autres éléments que j'ai découverts. Alors, ce ne sont pas des évolutions.
qui sont des événements d'ordre climatique. En arrivant en Nouvelle-Calédonie, on m'a dit très très vite que la hausse du niveau de la mer était quelque chose qui pouvait avoir un impact sur UVA, sur certains villages, certaines communes de la côte Est. Et donc, il va falloir intégrer ce nouvel élément dans les contrats de développement, parce que repositionner des populations qui sont trop proches du rivage, tout simplement parce que leurs habitations seraient menacées et elles-mêmes aussi, ça va nécessiter un gros travail, à la fois foncier, d'aménagement, d'accompagnement, ce que l'État fait et sait faire, et ce que les élus de la Nouvelle-Calédonie attendent. Alors justement, il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de grands chantiers, vous venez d'en citer un. En dehors de l'aspect purement politique ou institutionnel, dont on va bien sûr parler longuement, mais aujourd'hui, à votre avis, comme au commissaire, quels sont les grands défis que vous voyez pour la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'ils sont économiques, sociaux, sociétaux? Il y a un peu de tout ça. C'est quoi l'urgence, à la limite, c'est quoi la priorité? Moi, je pense que l'urgence, c'est d'abord le vivre ensemble. D'abord. C'est d'abord le vivre ensemble, tout simplement parce que derrière, c'est la paix civile. Alors, pas la paix, évidemment, à n'importe quel prix. Ça se construit, tout ça. Mais même si c'était dans l'accord de Nouméa, ces 3 référendums successifs, je pense que pour avoir recueilli un certain nombre de témoignages, et pas seulement de ceux qui ont participé, ou pas d'ailleurs, à ces référendums, mais des témoignages venant de représentants, de personnalités étrangères, je pense que ça a pu provoquer un certain nombre de tensions, puisque soit on était pour l'autodétermination qui conduisait à l'indépendance, soit on était contre. Donc c'est assez manichéen comme schéma. Ça a clivé la société calédonienne. Ça a pu cliver la société calédonienne et je pense que ça a aussi pu créer un certain nombre d'inquiétudes. D'inquiétudes sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut recoudre un petit peu ça, c'est-à-dire reconstruire, redonner confiance et faire en sorte que les populations de toutes origines, quelles qu'elles soient, des plus anciennes sur ce territoire aux plus récentes, eh bien, je ne vais pas vous dire réapprennent à vivre ensemble parce que c'est le cas, mais que leurs inquiétudes puissent se dissiper. Je pense que c'est important pour les populations de toutes origines de la Nouvelle-Calédonie d'avoir confiance dans l'avenir. Si on n'a pas confiance dans l'avenir, c'est bon pour personne. C'est pas bon pour les plus actifs qui sont ici, c'est pas bon pour les chefs d'entreprise, c'est pas bon pour ceux qui avaient peut-être l'habitude de s'y rendre régulièrement. Donc il faut redonner la confiance. Et je pense que pour moi, c'est une priorité. Redonner la confiance après une période qui a suscité de l'inquiétude, qui a nourri des interrogations sur un territoire qui a traversé des turbulences sur le plan historique. Je pense que c'est la priorité. On va parler avenir institutionnel d'un moment. Je voudrais encore, dans l'actualité peut-être immédiate ou récente, il y a les problèmes financiers et budgétaires de la Nouvelle-Calédonie. Le budget doit être voté avant le 31 mars, il ne reste pas beaucoup de temps. Comment est-ce que vous regardez la situation? Est-ce que vous avez le sentiment qu'au point où on en est aujourd'hui, la Calédonie va effectivement arriver à voter son budget? Ou est-ce que c'est l'État qui va devoir l'arrêter? Ça a déjà été le cas il y a 2 ans. J'espère qu'elle va y arriver. Mais c'est vrai que la situation financière de la Nouvelle-Calédonie est préoccupante. La Nouvelle-Calédonie, comme un certain nombre de territoires, a connu la pandémie, donc il y a une crise sanitaire grave qui a lourdement impacté la situation financière de la collectivité Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a plusieurs collectivités. Et cette crise a dégradé le taux d'endettement. C'est un effet direct qui est passé, alors, selon les chiffres qui m'ont été donnés, de 36% en 2012, voilà le taux d'endettement en 2012 de la Nouvelle-Calédonie, à 191% aujourd'hui.
Donc vous voyez, facteur 6, quoi. C'est considérable. Ce sont des chiffres un peu terrifiants quand même. Enfin, c'est un endettement qui est vraiment très lourd pour une collectivité comme celle-là. Qui est excessivement lourd. Alors, il y a eu une bonne nouvelle en 2022 avec les recettes fiscales qui se sont accrues de 14%. Mais bon, c'est un effet qui n'est pas... qui est plutôt le résultat d'une circonstance, c'est celle de l'inflation. Donc, c'est des hausses de 14% des recettes fiscales. C'est l'inflation qui permet de s'assurer de cette hausse. Pour autant, ce qui me paraît vraiment très important de vous dire, c'est que cette petite éclaircie financière pour la Nouvelle-Calédonie, elle ne doit pas passer sous silence l'important déséquilibre des comptes sociaux. Alors, ça concerne toute une série de secteurs, je vais vous les donner. On les évalue à 10 milliards de francs pacifiques par an, avec un effet boule de neige, c'est-à-dire un impact en chaîne sur un certain nombre de budgets. Alors, il y a celui de la Nouvelle-Calédonie dont nous parlons, celui des hôpitaux, celui de la CLR, celui d'Enercal, et puis de toute une série de fournisseurs. Donc, en février 2022, l'an dernier, la Chambre territoriale des comptes a rendu son d'éléments et considérait que pour atteindre l'équilibre à l'horizon 2025, on est en 2023, donc elle laisse encore quelques années, mais il faut que la Nouvelle-Calédonie dégage 30 milliards de francs pacifiques en nouvelles recettes fiscales. L'an dernier, c'est seulement 2 milliards de francs pacifiques de recettes supplémentaires qui ont été générées par l'augmentation de la contribution calédonienne de solidarité. Donc vous voyez, il faut passer de 2 à 30. Hein. Donc il y a du travail. Avec à la fois une difficulté, bien sûr, sociale d'augmenter les impôts en permanence dans un territoire qui a déjà l'impression que la fiscalité est lourde. C'est vrai, mais je vais y revenir. Il faut vraiment que le gouvernement et le Congrès votent les textes fiscaux prévus afin de donner vraiment un signal de crédibilité à l'État ou pour l'État, aux bailleurs, comme il s'y était engagé en 2020 lors du premier prêt AFD qui a été garanti par l'État. Je dois vous dire aussi qu'il est important de rappeler que l'État participe tous les ans au budget de la Nouvelle-Calédonie avec 7 milliards de francs pacifiques de dotation, 1,5 milliard de francs pacifiques d'investissement dans le cadre des contrats de développement. Donc le budget, puisqu'on en parle pour cette année, qui va être présenté au vote du Congrès la semaine prochaine, il ne prévoit pas l'aide de l'État. Elle avait été demandée pourtant, enfin on a souvent entendu le président du gouvernement dire qu'il solliciterait l'État pour pouvoir boucler ce budget. Finalement, ça n'a pas été demandé ou ça n'a pas été accordé? Alors ça, il faut lui poser la question, mais il ne le prévoit pas. Et donc, comme il ne le prévoit pas, il a fallu rendre des arbitrages importants qui réduisent donc les dépenses envisagées de 12 milliards de francs pacifiques. Donc il va falloir trouver des solutions. Et puis, pour terminer sur le budget de la Nouvelle-Calédonie, si ce budget est adopté au Congrès la semaine prochaine, ça je vous réponds, au cas où vous voudriez me poser la question, l'État n'a pas à intervenir. Alors maintenant, une petite comparaison. Le taux de prélèvement obligatoire, c'est la fiscalité, le poids de la fiscalité. Sur le territoire national, en métropole et ailleurs, il est supérieur à 45%. Même, il peut caracoler à 47% dans certains territoires. En Nouvelle-Calédonie, il est de 32%. Donc vous voyez, quand on parle du poids de la fiscalité en Nouvelle-Calédonie, tout est relatif. Et puis, puisqu'on parle des éléments à la fois budgétaires et financiers, je voudrais quand même rappeler à tous nos auditeurs quel est le soutien financier de l'État en Nouvelle-Calédonie. En 2021, alors moi je raisonne encore en euros, mais il faut que je fasse Il faut que vous traduisiez, parce que les Calédoniens préfèrent les CFP pour... Donc ça sera en CFP.
c'est 20% du produit intérieur brut. C'est 195 milliards de francs pacifiques. Alors, je pourrais vous donner la ventilation par secteur ministériel. Et on arrive à 158 milliards selon les secteurs. Ça va de la sécurité à l'éducation nationale, à la justice, l'agriculture, plan de relance, santé, sport, culture, communication, l'enseignement supérieur, etc. Donc on arrive à ce chiffre-là. Vous dire que s'y rajoute la défiscalisation, qui est un outil important ici, en Nouvelle-Calédonie, 22 milliards de francs pacifiques. Les transferts de compétences, le calcul des dotations globales de transfert et leur incrémentation avec le glissement vieillesse technicité, c'est 7 milliards 2023 qui est prévu. Donc, vous voyez, ce n'est pas des petites sommes. Et puis, il y en a une, parce qu'il y a peut-être beaucoup de parents qui m'écoutent, pour leurs enfants qui vont à l'école primaire, l'école secondaire, les lycées, les collèges. C'est 49 milliards de francs pacifiques, ce qui est transféré par l'État à la Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez, ce sont des sommes qui sont considérables. Ça fait partie des évolutions dont vous parliez tout à l'heure, qui sont issues de l'accord de Nouméa. Ce ne sont pas des petites sommes. C'est pour beaucoup des fonds qui viennent de l'État, donc du contribuable métropolitain. Je tiens quand même à le rappeler. Et c'est dans les contextes où les compétences ont été transférées aux collectivités calédoniennes. Pour en venir, monsieur le commissaire, à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, il y a eu la visite, vous y faisiez allusion, du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Maintenant, les étapes suivantes, c'est dès début avril, enfin, on a parlé du 7 au 15 avril, des discussions bilatérales à Paris. Ça se prépare bien, les deux délégations indépendantistes et non indépendantistes vont se rendre sur place? Ça se prépare très bien. Ça se prépare très très bien. Les délégations non indépendantistes ou indépendantistes se rendent d'un commun accord avec le Haut Commissariat, Haut Commissariat ici à Nouméa, pour préparer ces réunions parisiennes qui vont avoir lieu effectivement dans ce créneau. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, quand il s'y est rendu à Nouméa, a annoncé aux deux délégations à la fois le calendrier et la méthode. Et il a même précisé, justement, c'est la raison pour laquelle ces délégations se réunissent régulièrement au commissariat, deux axes. Donc l'exercice du droit à l'autodétermination et le corps électoral spécial pour les provinciales, puisque, comme vous le savez, depuis 2007, il est restreint et figé. Donc, les deux sujets sur lesquels il faut trouver un accord, en fait. Alors, ce sont les deux sujets qui vont être à l'ordre du jour des discussions. Sur lesquels, d'abord, nous donnons des éléments d'ordre statistique, mais aussi technique sur le plan du droit aux délégations qui nous les demandent. Donc on leur communique tous ces éléments pour leur permettre d'avoir tout ce qui leur est nécessaire pour engager cette discussion qui va se faire pour cette première période à Paris sous la forme de réunions bilatérales. C'est-à-dire que l'État, ceux qui les représentent, donc les membres du gouvernement qui vont les rencontrer à Paris, rencontreront ces délégations alternativement, mais pas ensemble. C'est la raison pour laquelle ce sont des réunions bilatérales. Et au fur et à mesure que elles parviendront à converger déjà sur ces deux sujets, eh bien, elles prendront une forme trilatérale. Et il y aura aussi, de nouveau, des déplacements ministériels à Nouméa, puisque on comprend très bien que des réunions puissent se faire également ici en Nouvelle-Calédonie et pas systématiquement à Paris. Donc ça va être des réunions alternées entre Nouméa et Paris
d'abord sur ces deux thèmes qui vont constituer ce qu'on appelle le petit accord. Et les trilatérales pourraient avoir lieu au terme de ces bilatérales dans cette première séquence qui se déroule à Paris? Ou est-ce que pour réunir tout le monde, il faudra attendre encore plusieurs semaines? Et on avait parlé du mois de mai, on avait parlé du mois de juin. Alors moi, je ne sais pas lire en une boule de cristal. Ce dont je suis sûr, c'est que il faut que ces délégations aient ce contact avec nous qui représentons l'État, que ce soit à Nouméa ou à Paris. Ça prend du temps, ça nécessite pour les deux délégations qu'elles se concertent, chacune en ce qui les concerne, c'est-à-dire séparément, qu'elles puissent affiner à la fois leurs demandes, préciser leurs attentes. Et quand cette première partie sera suffisamment mûre, ce qui est envisagé, c'est qu'elles puissent se rencontrer, donc d'une certaine manière un peu se confronter, pour qu'un compromis intelligent soit trouvé et puisse constituer ce futur accord. Donc il y a du chemin à parcourir. Nous sommes en contact avec les deux délégations et je dirais que ça se passe plutôt très bien. Il y a une atmosphère de confiance partagée. Et donc, alors vous allez me dire c'est facile parce que pour l'instant ça se passe sous la forme bilatérale, certes, mais je suis agréablement surpris de l'ambiance qui prévaut lors de ces réunions et qui vont permettre vraiment d'amorcer le parcours de réflexion collégiale qui est nécessaire et qui va être dans un premier temps celui de réunions bilatérales auxquelles devront suivre des périodes, peut-être qu'il y en aura plusieurs, trilatérales. C'est-à-dire que les indépendantistes, parce qu'on ne les entend pas, hein, depuis la venue de Gérald Darmanin, ils n'ont pas pris la parole publiquement, politiquement. Ça veut dire qu'ils viennent aux réunions du Haut-Commissariat et vous semblez persuadé, convaincu, ils vont se rendre à Paris, ils vont bien accepter les invitations pour participer à ces bilatérales. C'est acquis. Écoutez, je les ai vus encore en fin de matinée, juste avant de vous rejoindre. Oui, je pense que... Oui, non, c'est prévu. Peut-être que certains ont des hésitations. C'est possible, hein, mais non, il n'y a pas de remise en cause. Il est prévu que chacune des délégations rencontre la première ministre séparément. Et ensuite, autour des deux thèmes dont je vous ai parlé, que des réunions avec un certain nombre de membres du gouvernement, donc des ministres, aient lieu, encore une fois, séparément, pour pas seulement planter le décor, mais bien préciser les attentes, bien préciser aussi les urgences, hein, quand je vous parlais de calendrier, et bien s'assurer des conditions pour que la première réunion trilatérale qui interviendra nécessairement puisse se passer dans les meilleures conditions. Parmi les deux thèmes que vous avez abordés, vous avez cité, il y a bien sûr celui du corps électoral spécial pour les provinciales. Le ministre de l'Intérieur a dit que ces provinciales auraient bien lieu en mai 2024 parce qu'en démocratie, on ne change pas la date d'une élection et que faute d'un accord sur le corps électoral, l'État ne convoquera pas ces élections sur un corps restreint. C'est-à-dire que ce ne sera plus le corps gelé que l'on connaît depuis 2007. Vous pensez franchement, au point où on en est, qu'un accord est possible sur cette question du corps électoral? On sait qu'elle divise très fortement les deux camps, les deux délégations. Alors écoutez, je ne vais pas vous dire que j'allume tous les jours un cierge devant Sainte Rita, la Sainte Mère des causes désespérées. Mais encore une fois, moi je ne sais pas lire dans une boule de cristal. Moi je fais confiance, comme je vous l'ai dit, au bon sens des membres de ces délégations, à la volonté d'aboutir. Je pense que ces deux délégations veulent réussir à aboutir à un accord. Je pense que c'est important pour la Nouvelle-Calédonie, pour la population calédonienne, qui a besoin d'être rassurée après une période qui n'était pas forcément une période très simple. La période référendaire, c'est pas la période la plus simple pour les électeurs qui se sont rendus dans les urnes, quoi.
Et donc, non, moi je suis confiant sur les volontés de ces délégations de converger vers un accord. Alors, ça va évidemment pas se passer tout seul. Il va falloir certainement faire des concessions. Mais il n'y a pas de négociation sans compromis. Et je pense que l'addition des intelligences et le bon sens parviendront à surmonter les écarts que nous, enfin moi en particulier, j'ai pu constater. Ah, il y a comme un handicap supplémentaire, comme s'il en était besoin, c'est la situation politique actuelle de la métropole, qui fait que les discussions là, dans les 15 prochains jours risquent de se dérouler dans un climat un peu tendu, et puis que pour valider cet accord, le petit accord et le grand accord, il faudra sans doute une modification constitutionnelle. Est-ce que tout ça, là encore, c'est compliqué peut-être de répondre aujourd'hui, mais est-ce que tout ça vous semble encore jouable et possible dans les délais impartis? Réunion, enfin, trouver un accord, réunir le Congrès à Versailles. Parfois, on est un peu désespéré en se disant, bah non, on n'y arrivera pas, quoi. Vous savez, il y a un philosophe qui s'appelle Alain qui disait quand il y a une volonté, il y a un chemin. Moi, pour l'instant, ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté. Ensuite, ce qui se passe en métropole, bon, bah, évidemment, Nouvelle-Calédonie, on est loin de tout ça. Ces réunions parisiennes ne sont pas chronophages au point de les rendre incompatibles avec la situation délicate qui accourt en ce moment en métropole. À Paris, ils connaissent très très bien la situation de la Nouvelle-Calédonie. Ils savent qu'il faut réussir à dégager un accord. Ils comptent aussi beaucoup sur le travail des délégations, du Haut-Commissariat, donc tout ce travail préparatoire. On ne part pas de zéro, quoi. On part pas de zéro. On a des responsables politiques dans les délégations qui ont, pour certains, les plus anciens, vécu période dite des événements. Il y en a qui sont beaucoup plus jeunes. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment qu'ils veulent tous aboutir. Donc, il n'y a pas de raison qu'à Paris, on ne soit pas en mesure de dégager des créneaux pour, justement, ces discussions se poursuivent et puis réussir à définir ce que vous appelez effectivement le petit accord, qui est quand même un accord très important hein, sur les deux thèmes que je vous ai donnés, et le grand accord, quelque chose de beaucoup plus large, qui, à mon avis, sera beaucoup plus facile à réaliser dès lors que le petit accord aura été achevé. Pour complexifier la situation, si besoin était, il y a le nickel également. Il faut trouver là une stratégie globale. L'État aussi a été clair. Il aide plus s'il n'y a pas une vraie stratégie de la Nouvelle-Calédonie en matière de nickel. Ça va être dissocié des discussions institutionnelles. Ça va être en même temps. Le groupe de travail va être mis en place. Là, on n'a pas trop de lisibilité. Alors, je me disais, c'est pas possible. Madame Noire ne me parle pas du nickel, alors que le nickel est quand même très structurant en Nouvelle-Calédonie. C'est d'ailleurs 90% des exportations de ce territoire. C'est quelque chose de central, hein, la question du nickel en Nouvelle-Calédonie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une mission de réflexion qui a été engagée début mars, qui était composée d'inspecteurs des finances, d'ingénieurs également qui travaillent au Conseil général de l'économie, avec un objectif, c'est celui d'établir un diagnostic précis sur la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. Donc ils se sont rendus sur les trois usines dont nous parlions, et ils vont rendre des conclusions hein, qui, je pense, vont éclairer quand même beaucoup de ceux qui ont une part prépondérante à jouer pour définir l'avenir de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. Alors, là, ce n'est pas le même terrain de jeu, si je puis dire, que celui qui fait l'objet de rencontres parisiennes. Hein. Ce sont d'autres équipes. D'abord, les compétences sont directement exercées par les provinces.
Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a aussi une direction importante, la direction mines et de l'énergie qui suit le dossier nickel avec tout le degré de précision qui lui est demandé. Pour autant, les premiers échanges qui se sont produits, qui ont été réalisés ici sur le thème du nickel, je ne vais pas vous dire que on est loin du compte, mais on commence seulement à le faire. Hein, ces travaux ont seulement commencé. C'est important, bien évidemment, pour toutes celles et ceux qui travaillent dans les usines. Il y en a 3. Qui travaillent dans les sites miniers, il y en a un grand nombre. Et donc, il y a des questions très importantes qu'il convient de se poser, pour lesquelles on n'a pas forcément les réponses, aussi bien ici qu'à Paris d'ailleurs. Et puis, pas vous le rappeler, mais vous le savez, hein, on n'est pas dans une économie administrée, l'État ne décide pas de tout. Hein, il y a des industriels de la métallurgie, il y a même des traders qui ont des actions importantes dans ces usines. Moi, je veux pas créer d'inquiétude, hein, mais vraiment pas. On est dans un contexte où il y a une concurrence mondiale. On est dans un contexte où le nickel, c'est un cours mondial, où l'énergie, le coût de l'énergie, je rappelle simplement ici, c'est surtout le charbon, hein, donc le coût du charbon qui a été exorbitant ces derniers mois, donc qui baisse un petit peu, mais qui impacte beaucoup la rentabilité de ces usines et de la production du nickel métal en Nouvelle-Calédonie. Donc ça nécessite quand même de rassembler des compétences et de se prendre le temps de se poser les bonnes questions. Alors ces bonnes questions, je vais vous en donner qu'une. Hein. Par exemple, la transition énergétique. C'est un sujet qui est très important en métropole. Vous savez, on a une première ministre qui est aussi chargée de la transition. Alors elle, c'est écologique. Mais pour nous, la Nouvelle-Calédonie, c'est énergétique. On travaille beaucoup quand même sur ce domaine. On progresse. Mais vous voyez, ici, pour faire fonctionner les usines, il faut du charbon. C'est pas très écologique. Donc il va falloir réfléchir à un autre modèle qui n'est pas gratuit. Donc j'ose même pas vous donner les chiffres parce que ça va... je pense que ces chiffres qui sont extrêmement importants pourraient nourrir de l'inquiétude, mais je veux simplement vous dire que la Nouvelle-Calédonie, avec ses 271 000 habitants et ses 3 usines qui sont alimentées avec des centrales charbon. Ou fuel, il y en a aussi au fuel. Ou au fuel, oui. C'est pas le modèle le plus écologique. Donc il va falloir là aussi réfléchir à ce qu'on veut faire. Et ça a un coût. Et la solution, la stratégie nickel est dissociée de la solution institutionnelle. C'est un 3e accord sur le nickel qu'on trouvera après éventuellement. Non, mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas les mêmes interlocuteurs. On n'est pas dans une économie administrée. Je me souviens très bien, il y a 20 ans, de l'attente qui était celle de ceux qui voulaient voir une usine être construite en province nord. Ça nous avait valu d'ailleurs quelques désagréments. Mais encore une fois, on n'est pas dans une économie administrée. Donc ce n'est pas uniquement une balle qui est dans le camp de l'État. C'est une balle qui est dans le camp, j'allais dire, collectif. Hein. Il y a les industriels de la métallurgie, il y a évidemment l'État, il y a les actionnaires, il y a les collectivités, dont certaines sont actionnaires. Donc c'est vraiment un travail collectif. C'est assez complexe, mais je pense que cette mission de réflexion qui a été engagée avec l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'économie, c'est une mission qui présente surtout l'avantage, en ayant fait le point usine par usine, de bien comprendre comment ça fonctionne, comment ces 3 usines calédoniennes sont articulées avec leurs sites miniers. Certaines sont à proximité immédiate du site minier, d'autres, ce n'est pas le cas. Le minerai, vous le savez, est acheminé par voie maritime. Et puis les process industriels de chacune de ces usines, 2 d'entre elles, les plus récentes, sont des process qui sont
unique au monde. Donc, il faut se poser les bonnes questions, hein. Et donc, ça va prendre un petit peu de temps. Ça ne pourra pas être conduit parallèlement au travail des délégations qui vont se réunir sur ce que l'on appelle l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais ça fait partie de l'avenir, vous avez raison. Ça fait partie de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Sans le nickel, ça ne marche pas. Donc il faut justement s'y pencher et puis trouver les bonnes solutions, les bons modèles pour faire en sorte que ces usines soient moins polluantes, que ces usines fonctionnent mieux, que ces usines soient plus rentables et surtout que ces usines se rapprochent de leurs objectifs de production annuelle. Je rappelle simplement, mais vous devez le savoir, ces usines, chacune d'entre elles, ont été construites avec un objectif de production de nickel métal de 60 000 tonnes, chacune. Donc 3 fois 60, 180 000 tonnes, et on en est très très loin. Beaucoup, beaucoup de travail. Le temps passe, monsieur le commissaire. Deux petites questions pour terminer. On annonce plusieurs visites ministérielles, on parle même d'un déplacement éventuel du chef de l'État dans les prochains mois. Vous pouvez le confirmer ou c'est trop tôt? Vous savez, moi je fais un métier où une visite ministérielle, je l'ai vu tellement de fois, ça peut être démonté la veille. Alors si vous parlez de la visite présidentielle, c'est vrai que cela a été annoncé, donc c'est programmé, c'est dans le manuel de cet été. Effectivement, si le président de la République se rend en Nouvelle-Calédonie, donc d'abord c'est un très grand événement. Mais il faut que, pour cela, ce dont nous parlions tout à l'heure, le petit accord, les choses avancent. Voilà. D'accord, on va attendre qu'elles avancent. Vous-même, vous quittez la Nouvelle-Calédonie, vous allez participer, vous allez être présent à Paris pour ces discussions bilatérales. Vous partez donc dans quelques jours. Oui. En dehors de tous ces dossiers qu'on a évoqués, comme haut commissaire, vous avez commencé quelques déplacements sur le terrain. Vous allez effectuer une tournée des principales communes comme le font les hauts commissaires d'habitude. Ça fait partie également de votre emploi du temps où vous allez vous consacrer très largement aux discussions institutionnelles? J'allais dire les deux, mon capitaine. Je vais me rendre dans toutes les communes de Nouvelle-Calédonie. Il n'y en a pas... il n'y a pas tant que ça, hein. Il y en a 33. 33, bon, bah, je pense que c'est faisable. Je voudrais à cette occasion pouvoir aussi visiter les entreprises qui comptent dans ces communes, rencontrer, outre les maires, enfin les élus, quoi, peut-être des responsables associatifs, les autorités coutumières, que je comprenne ce que les chefs de clan font au quotidien pour faire en sorte que la paix sociale soit pérenne et durable dans chacune de ces communes. Je compte me déplacer. Alors évidemment, le sujet Avenir de la Nouvelle-Calédonie est un sujet qui est sur le haut de la pile et toutes les réunions, il faudra que j'y sois, qu'elles soient en Nouvelle-Calédonie ou qu'elles soient à Paris. Je vais essayer de faire en sorte de pouvoir faire face sur ces deux fronts, si je puis dire. Je ne sais pas me couper en deux ni en quatre. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Il n'y a qu'une seule personne. Je vous laisserai chercher. Vous verrez qu'il y a le don d'ubiquité. Mais c'est évident. Il faut que je me rende dans toutes ces communes. D'abord, les maires l'attendent. Les maires ici en Nouvelle-Calédonie ont fait un gros travail pour le 3e référendum dont on a beaucoup parlé. Ils ont fait le job, hein. Et donc, je l'ai dit à l'occasion du départ de la sous-préfète qui était à la tête de la subdivision administrative de la province Nord. Je veux le leur redire, parce que, quelles que soient leurs opinions sur cette dernière consultation référendaire, cela m'a été dit, et c'est dans tous les comptes rendus, le travail a été fait correctement, et ceci est à mettre à l'honneur des maires de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le haut-commissaire, merci d'accepter notre invitation pour la première fois dans ce magazine Transparence. Merci d'y avoir participé.